Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On est enfin de retour, ça fait depuis le 19 mai qu'on n'a pas fait d'émission. Franchement, je suis heureux de vous retrouver. J'ai une fine équipe, une équipe d'experts. Je suis toujours entouré de Lilian Brémond. Bonjour Lilian. Bonjour mon cher Paul. Heureux d'être ici. Toujours, hein, depuis le 19 mai, tu le disais, ça fait plaisir de revenir. On a ensuite notre spécialiste animé, Samy Abderrahman. Bonjour Paul, comment ça va ? C'est ta première participation. Eh oui, franchement, ça me fait vraiment plaisir, une première participation à cette émission et même de participer avec vous. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi Samy de nous avoir Très, rejoints. très heureux, merci. Et Sarah Fenzari, notre spécialiste Marvel. Comment ça va Sarah ? Bonjour Paul, très bien et toi ? Ça va très bien. Je suis ravi de vous retrouver. Ça s'entend pas beaucoup quand même. Hein. Ouais, bah... Y a pas Voilà, le sourire, Paul. Je suis un peu blasé parce que tous ces mois passés sans vous avoir autour de ma table, voilà, ça m'a profondément affecté. Mais Comment là, il se rattrape. voilà, là, on a la patate et on est reparti. Donc voilà, pour le programme, c'est toujours le même, hein, ça bouge pas. Coup de cœur, coup de gueule de chaque chroniqueur. Ensuite, on aura l'actu cinéma avec Samy. Notre débat autour de Jean-Paul Belmondo, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire d'émission, et donc on va lui rendre un dernier hommage. Ensuite, on aura les sorties séries et cinéma préparées par Sarah Fenzari. Donc forcément, on rajoute les sorties cinéma, vu que le Il y a cinéma du était cinéma fermé. en fait. Donc, C'est du cinéma voilà, ouvert. vous ne pouvez pas le faire avant. Et enfin, un hommage. Alors, je vais pas dire sur qui la personne est l'hommage, mais juste un indice. On peut s'essuyer dessus. J'espère que Oula. vous l'avez. Ah oui. Et pas de spoiler, s'il vous plaît. Ok, je sais pas si je l'ai, mais peut-être, je ne sais pas. On verra. Bon, bien. du coup, on va dépoussiérer un peu les rétroprojecteurs. C'est l'heure du Weekend Set. Alors, du coup, pour les coups de cœur et coups de gueule, qui est chaud pour commencer ? Je peux commencer si tu veux, Paul, sans aucun problème. Le premier coup de cœur, ce sera pour Dune, le film de Denis Villeneuve qui est sorti au cinéma il y a très très peu de temps. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir. J'ai absolument adoré. On sait que David Lynch avait fait une première adaptation en 1984, si je ne dis pas de bêtises, la même année que le roman de Orwell. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais honnêtement, au vu du film, on peut se poser la question. Voilà, donc un coup de cœur. Un coup de cœur totalement mérité parce que c'est un super film. Hâte de voir le deuxième, même s'il sort que dans 3 ans. Ou en 2023, je ne sais plus exactement. Voilà, des acteurs absolument incroyables. Voilà, Zendaya, Dave Bautista et Josh Brolin. Timothée Chalamet, pour ne citer que lui, Oscar Isaac et tout le team. Et puis la musique, Hans Zimmer, forcément. Un film avec Hans Zimmer à la musique, ça ne peut être que très très bon. Donc voilà pour mon coup de cœur aujourd'hui, mon cher Paul. Et puis pour le coup de gueule, c'est un autre film qui est sorti il y a très peu de temps. Mon coup de gueule, c'est pour Rami Malek dans 007, No Time to Die. Que j'ai trouvé excellent, le film. Rami Malek, je trouve, n'apporte absolument rien du tout dans le film. J'adore cet acteur, je l'ai adoré dans la série Mr. Robot, c'est une de mes séries préférées. Et pourtant, j'ai quand même réussi à ne pas accrocher du tout avec ce méchant. Il apporte très peu de choses. Javier Bardem dans Skyfall est 10 fois meilleur. Et je pense aussi à Mads Mikkelsen qui est meilleur dans Casino Royale. Donc je suis un petit peu déçu pour ce méchant que j'attendais vraiment. Il y avait une histoire quand même. Voilà, j'ai pas du tout spoilé, mais il y a une suite logique entre Spectre et No Time to Die. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Et puis au final, j'étais quand même relativement déçu, même si, encore une fois, le film est absolument incroyable. Et puis la BO est également faite par Billie Eilish. Et la musique originale est super bonne. Donc voilà. Et No Time to Die, toujours dans les cinémas. No Time to Die, toujours dans le cinéma, comme Dune d'ailleurs, que vous pouvez toujours retrouver. Et qui, les deux, voilà, sont super bons. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Lilian. Samy ? Alors, pour moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'animé, une chose qui n'intéresse pas très nécessairement tout le monde. Mais pour moi, mon coup de cœur, ça a été JoJo's Bizarre Adventure, un truc qui est sorti il y a un sacré moment. Mais par contre, pour moi, ça a été une claque. Une tuerie. Oui, exactement, parce que l'œuvre de l'auteur, Hirohiko Araki, parue en 1986, tout de même, c'est en 1986. La série n'a été publiée qu'en 2012, la première série, qui est une série vampirique. On va, sans spoiler, l'histoire raconte de JoJo Bizarre Adventure. C'est Jonathan Joestar, c'est Joe, qui paraît un peu bateau comme histoire. Mais il a révolutionné le shonen, il a réussi à inspirer toute une génération et à poser les bases du shonen déjà, parce que c'est en 86 comme Dragon Ball.
Et même le concept, ce qui est intéressant, c'est que son concept change, mais l'histoire est différente. Pourquoi ? Selon les saisons, du coup. Exactement. Comme par exemple, on prend la première saison, qui est un roman vampirique. La deuxième saison, qui est le petit-fils de Jonathan Joestar, Joseph Joestar, on passe maintenant carrément à un truc archéologique. Saison 3, qui est on va dire un road trip. Saison 4, maintenant avec l'autre Jojo, qui est maintenant un polar policier. Et c'est comme ça jusqu'à la saison 8. Il arrive à c'est ce qui est incroyable pour moi, ce qui m'a donné un coup de gueule, qui est un fan d'animé, hein, mais qui m'a donné un coup de gueule, c'est vraiment qu'il arrive à se changer. Un coup de cœur, du coup, non ? Ah oui, pardon. Oui, ça m'a donné un coup vraiment dans la gueule quand même, c'est ce que je voulais dire. Vous m'avez compris. Ah, okay. Vous m'avez compris. Le quiproquo, ouais. Exactement. Et ce qui m'a vraiment touché avec cette histoire, c'est qu'il arrive à se renouveler avec des personnages, les mêmes bases, les mêmes trucs, mais avec une histoire différente en ajoutant quelques petits détails. Par contre, mon coup de gueule, malheureusement, c'est l'œuvre de Masashi Kishimoto, qui est Boruto Next Generation, qui a été assisté par Ukio Kodashi, qui raconte l'histoire et la suite de la nouvelle génération du fils de Naruto. Pour moi, ça a été vraiment un massacre pour l'œuvre originale, parce que je trouve ça dommage qu'une œuvre comme Naruto Shippuden a été succédée par une œuvre comme celle-là, parce qu'il n'arrive pas à se renouveler. C'est toujours le même concept du petit-fils qui veut devenir ça, qui a un objectif pareil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre, d'après quelques nouvelles récentes, ils ont dit que l'œuvre a commencé à devenir intéressante à partir du chapitre 53, parce que Masashi Kishimoto a repris l'œuvre. Parce qu'il a vu que c'était un désastre et il a repris l'œuvre et la manette, et il a redessiné des nouveaux panels et a réintroduit Naruto. C'est ce qui a causé maintenant le succès de la série. Donc plus Burritos que Boruto, quoi. Oui, exactement. Normalement, c'est en japonais. C'est en japonais, effectivement, parce que tout le monde me dit pourquoi Boruto. Parce que Boruto, en japonais, c'est Bolt. Parce que les Japonais n'arrivent pas à prononcer le L et le R. C'est vrai, ça. Oui, c'est Boruto, c'est Bolt, comme l'éclair. Pour Ri, on va dire Li. Exactement. Non. Mais bon. Pour Sarah, on va dire Salah. Très limite. Exactement. Très limite, celle-là, Paul. Quand même. Effectivement. Donc pour moi, ça a été l'un de mes coups de gueule. Par contre, même pour les coups de cœur, je pourrais rajouter aussi Demon Slayer, la sortie du film qui a fait une recette de 710 millions de dollars. Quand même, pour un animé, c'est énorme, et qui a battu des records. Mais par exemple comme des films comme One Piece et tout, il a réussi à les dépasser en un clin d'œil. Ouais, parce que c'était très attendu. Exactement, et c'était une sortie. Je vous conseille d'aller voir le film, qui est toujours normalement au cinéma aussi. Le Train de l'Infini, voilà. C'est Le Train de l'Infini qui est toujours au cinéma et qui est une œuvre exceptionnelle. Merci beaucoup, Samy. Et on passe à Sarah. Alors, pour commencer, je vais parler de mon coup de cœur. Donc, c'est pas très original, mais je vais parler de Squid Game. Pas de la série, parce que j'ai pas compris, j'ai ni aimé ni détesté. Mais l'histoire de Woo Yang-dong Hyuk, qui a passé 10 années à essayer de vendre ce scénario à des producteurs avant que Netflix lui rachète. Il a même été jusqu'à vendre son ordinateur portable pour $675 en espèces, par manque d'argent. La série aujourd'hui a atteint les 111 millions de spectateurs et devient le meilleur lancement de la série Netflix. Je trouve que c'est la définition de la persévérance, et comme quoi il ne faut jamais rien lâcher, toujours continuer et croire en ses rêves. Un beau message d'espoir. Merci Exactement. beaucoup. Concernant mon coup de gueule, donc j'ai appris que Disney repoussait de plusieurs mois la sortie des films Marvel, donc je suis pas contente. Donc Doctor Strange, Thor, Black Panther reportés, et 2 autres films ont carrément été supprimés. Donc voilà, par exemple pour Doctor Strange, repoussé de mars à mai 2022, Thor de juillet au juillet de l'année prochaine, et un report de 3 mois également pour le nouveau Black Panther Wakanda Forever de juillet à novembre 2022. Est-ce qu'on peut dire que c'est scandaleux, ça ? C'est scandaleux, oui. Et pour la fan de Marvel qu'elle est, en plus, oui, c'est scandaleux. Je comprends. Et il n'y a pas vraiment de raison. Bon, la crise de la Covid-19 qui a un peu chamboulé les plans, etc. Mais là, il n'y a pas eu de communiqué sur des raisons plausibles, on va dire. Donc voilà, je suis en colère. Bon, on va faire une enquête. On va enquêter dans le Week-end 7. Je compte sur vous. Alors, moi, mon coup de cœur, ça a été un film que j'ai vu cette semaine qui s'appelle Et au milieu coule une rivière de Robert Redford, avec Craig Sheffer et Brad Pitt. Brad Pitt dans un de ses tout premiers rôles. Et c'est un film absolument magnifique. Donc, l'histoire, c'est en fait 2 fils d'un pasteur
qui grandissent dans le Montana des années, du début du XXe siècle. Et d'ailleurs, la musique est absolument incroyable. Et je vous ai choisi un petit extrait. On va peut-être pas écouter toute la musique non plus, quoi, mais c'est vrai que c'est très très Ouais, ça joli. dure 2 minutes, donc voilà. Et voilà un petit moment de douceur que Très je belle voulais musique, vous offrir pour que tout le monde se détende, que tout le monde se mette à l'aise. Mais bon, après, mon coup de gueule, c'est pas trop détente pour le coup. Donc voilà, je vais vous le dire tout de suite. C'est en fait l'actrice Ruby Rose qui explique pourquoi elle est partie de la série Batwoman en mai 2020. Et là, elle a expliqué pourquoi elle est partie. Donc en gros, elle a subi du harcèlement sexuel. Il y a des personnes qui ont été blessées sur le tournage et qui n'ont pas été hospitalisées par les producteurs, etc. Il y a même quelqu'un qui s'est brûlé au 3e degré et qui n'a pas été hospitalisé. Il y a une personne qui a fini tétraplégique. Donc vraiment des trucs chauds. Et donc même pendant le tournage, ils n'ont pas arrêté alors qu'il y avait le Covid. Donc ils ont continué de tourner pendant le Covid avec tous les risques que ça comporte, alors que tous les films tous les tournages ont été arrêtés. Et il y a eu aussi un acteur qui faisait que insulter les femmes. Donc voilà, c'est un bonheur d'avoir toujours ce genre d'informations. En plus, à chaque fois qu'on fait une émission, il y a toujours un problème d'harcèlement. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Les managers, les réalisateurs, ils ont été mis en cause un peu ou... Non, pour l'instant, rien. Moi, je trouve Le ça un peu. remous autour de ça. Ouais, il y a sûrement des témoignages qui vont sortir dans les prochains jours, quoi. Et c'est une série à petit budget pour prendre des risques comme ça ou... Non, parce que... C'est une série Netflix, Amazon, Non, c'est CW. Ok. Donc, ouais, ça va quand même. c'est pas mal, ça quoi. va, c'est oui. Il y a du les budget. producteurs d'Arrow, de The Flash, ça, etc. c'est ça, oui, exactement. oui. Et surtout pour des cascades et tout, on est obligé de mettre un peu de budget, quoi. Mais évidemment. Donc, ouais, un peu compliqué, quoi. Moi, ce que je Ok. trouve triste, c'est qu'il y ait toujours du harcèlement au XXIe siècle, alors que voilà, ils savent qu'ils vont te dénoncer tôt ou tard, mais qu'ils continuent. Surtout Malgré dans cela. le monde du cinéma, là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Le Effectivement. MeToo, ça part de ça aussi. Ça fait 2 ans ça fait 1 an qu'on a créé le Weekend Set. Je crois que chaque semaine, à peu près, toutes les 2 semaines, du coup, je crois qu'on a au moins un coup de gueule là-dessus, quoi. C'est terrible. Ouais, mais à chaque fois. Ouais, À chaque fois, ouais. Ou alors on fait un débat là-dessus, mais oui, c'est horrible. Bon, du coup, on va peut-être passer à quelque chose de un peu plus jovial. Oui. Effectivement. Et voilà, c'est Samy qui va nous présenter l'actu cinéma. Dangerous story for this paper. I mean, you're more resistant than she is. That's right. Why? Because there's not enough facts. We haven't revealed the sources. Robert Redford et Dustin Hoffman, l'histoire de 2 journalistes qui vont révéler au grand public l'affaire du Watergate. Alors, Samy, Jane Campion a été éblouie par la lumière cette semaine. Effectivement, Jane Campion reçoit le 13e prix Lumière à Lyon, une récompense qui est décernée à chaque année à une personnalité ayant marqué l'histoire du cinéma. Elle est surtout connue pour son chef-d'œuvre La leçon de piano, qui lui a permis de devenir la première femme de l'histoire à décrocher la Palme d'Or en 1993. 3 lettres et une 3e saison, You et Netflix, c'est jamais 2 sans 3. Exactement, You plus Me nous donne 3. En effet, Netflix annonce le retour du psychopathe Joe Goldberg pour une 3e saison. Un fou furieux ou simplement un passionné? Dès que le regard de ce dernier croise celui d'une jeune demoiselle, il ne peut s'empêcher de la surveiller en permanence via les réseaux sociaux afin d'assouvir son obsession. Mais cette fois, il ne sera pas seul, il ne fera pas cavalier seul, car il est désormais père de famille et se doit d'avoir un comportement irréprochable. Netflix toujours, la plateforme change ses habitudes. En effet, Netflix, après le succès monumental de Squid Game, Netflix annonce vouloir changer sa méthode de calcul d'audience. La plateforme de streaming s'est toujours basée sur le nombre d'abonnés ayant visionné au moins 2 minutes de série ou du film. Désormais, le calcul se fera selon le nombre de visionnages et selon le nombre d'heures de visionnage, entre autres, ce qui vient totalement changer le classement des séries populaires actuelles. Restez chez vous, sinon vous risquez de subir une attaque des titans pour la partie 2 de la saison finale. Eh oui, effectivement, c'est la dernière ligne droite, Le chef-d'œuvre d'Hajime Isayama touche à son terme avec un teaser plein d'intrigues et de rebondissements.
Les fans de la saga n'ayant pas lu le manga doivent attendre début 2022 pour connaître enfin la fin passionnante de l'histoire des Titans et leur origine. Outre-Manche, une idée complètement folle en ce qui concerne les Simpsons. Et si c'était possible? Un casino au Royaume-Uni propose de recruter des analystes prêts à visionner les 33 saisons des Simpsons pour prédire ce que nous réserve 2022. La somme proposée est hallucinante. Et oui, en restant bien au chaud dans votre canapé, vous êtes payé 8 500 $ par mois. La personne recrutée doit analyser chaque épisode de la série scrupuleusement. Chaque chose qui n'est pas de tout repos, car la série compte 248 heures de visionnage, soit 35 heures par semaine, ce qui fait effectivement un SMIC. Après, le recrutement, ce que j'ai su comme information, c'est que le recrutement est très limité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit que sinon ça va attirer des personnes qui sont intéressées que par l'argent. Et aussi, dernière info d'un Français, Lorenzo, le rappeur français, a décidé d'être dans le casting de Rick and Morty pour donner sa voix. Ce qui nous rend vraiment heureux parce qu'on aime vraiment ce personnage. Personnage atypique. Lolo. Très atypique. Mamen, connaît plus le nom sur le nom de Mamen. Mamen. Que Lorenzo, oui. Atypique comme un certain Belmondo. Et ça Oh fait là, la transition cette parfaite transition pour le pour le débat. Enfin. It's time. They knew, and they let it happen. 2 kids. Okay? It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. You finished? Yeah, I am. This is bullshit. Jean-Paul Belmondo donc, est décédé il y a un peu plus d'1 mois. Et donc le Week-end 7 va lui rendre un dernier hommage. Et on va partir tout de suite avec un peu les films que vous avez vus de Belmondo. Qu'est-ce que vous avez vu de lui? Qu'est-ce que vous avez aimé de lui? Je pense qu'on a tous vu des films de Bébel quand on était minot. C'est le cas pour moi. J'ai pas une grande connaissance de la carrière ciné de Bébel. À côté de ça, il y a quand même des classiques qui resteront des classiques, je pense, que jusqu'à ce qu'on s'éteigne. L'As des As, Le Professionnel, je pense que c'est des films qu'on pourra montrer à nos minots quand ils seront là, alors que nous on regardait ça quand on était déjà minots, donc je pense que ça va perdurer dans le temps. C'est des films, je pense, qu'on va continuer à regarder en 2100, 2200, etc. Parce que c'est le cinéma français, c'est comme ça que ça a commencé, au même titre qu'on leur montrera La Piscine avec Schneider et Delon. Voilà, c'était Bébel, et puis voilà, on va en parler un petit peu plus en détail, mais L'As des As et Professionnel, pour moi, c'est les 2 films légendaires de Bébel, quoi. Et le fait qu'on lui a rendu un hommage national aux Invalides, ça prouve quand même que Belmondo était super populaire en France. Est-ce que vous pensez que voilà, c'était légitime en fait de faire cet hommage national? Bien sûr, en effet, parce que comme a dit Lilian il y a très peu, il a dit que voilà, Belmondo fait partie du patrimoine du cinéma français. C'est une personnalité très connue. Donc pour moi, c'est justifié et c'est quelqu'un qui mérite encore plus. C'est c'est un personnage qui reflète la culture française et le cinéma français entre autres, voilà, en général. Surtout que la plupart des personnes qui l'ont rencontré le trouvaient assez humble. Et donc je pense que c'est ça aussi qui l'a rendu populaire, c'est le fait d'être aussi un bosseur. Parce que il était à l'image de la France en fait. C'est pas un gars qui, on en parlera après, mais c'est pas un gars qui a fait la comédie française. C'est pas un gars qui était forcément aimé de la haute, sans forcément dénigrer la haute société bourgeoise parisienne de l'époque. Mais non, Bébel, c'est le gars du peuple, c'est le gars qu'on a envie de voir, c'est le gars avec qui on a envie d'aller boire un coup. Et tu le disais, Samy, tu disais qu'il était au patrimoine cinématographique français. Je pense qu'il est au patrimoine français, tout court. Et c'est aussi pour ça qu'il a eu son hommage. Il n'y a pas n'importe qui a eu un hommage national. On prend Johnny. Pour moi, Belmondo, c'est exactement la même chose. Il y a eu la musique, là il y a le cinéma. C'est totalement normal que Bébel ait eu son hommage national, parce que c'était une légende du patrimoine. Et puis même, je pense, alors je touche du bois, je suis actuellement en train de toucher du bois, il n'y a pas de vidéo, mais le jour où Alain Delon part, le jour où Gérard Depardieu parte, si eux ils n'ont pas un hommage national comme Belmondo, ce serait pas normal, parce que c'est des gars qui sont tout là-haut en fait au niveau du cinéma français, quoi. Après, il est connu aussi, nécessairement de ses femmes Belmondo qui est connu comme un playboy avec Alain Delon, avec leur rivalité éternelle. Que Alain Delon a toujours été, on va dire, c'est pas une rivalité, on va dire, du mauvais sens du terme. C'est vraiment une rivalité qui les pousse à se surpasser l'un et l'autre.
Par exemple, on va dire comme un combat de boxe. Mais après, ils ont eu des petites querelles, mais c'était pas non plus. Enfin, ils étaient quand même amis en dehors et voilà, c'était une relation. On peut le voir dans Bolsonaro. La relation, la complicité Ouais. entre eux, elle est incroyable. En plus, c'était les deux plus grands acteurs de l'époque et c'est dommage parce qu'ils ont pas fait plus de films ensemble. Samy parlait de la beauté de Belmondo qui est souvent mis en avant, mais quand il a commencé le cinéma, faut savoir aussi, il y a un très bon article sur Vogue, si vous l'avez pas vu, c'est des anecdotes en fait sur Bébel. On a l'image de Bébel et Delon, voilà les playboys du cinéma français du début des années 70, milieu des années 80, même fin des années 80, début 90. Et pourtant, quand Bébel est arrivé dans le cinéma, on le trouvait laid en fait. C'était un acteur laid. Et pourtant, il a quand même fait des films où il est mis en avant, son physique est mis en avant. Comme dans Le Magnifique. Exactement. Et j'ai oublié d'ailleurs d'en parler. Le Magnifique, je pense que voilà, le trio Le Magnifique, Le Professionnel et L'As des As, c'est les 3 films de Bébel quoi. Et même au niveau du un peu culte du corps, etc., à bout de souffle, aussi, Oui. il y a quelque chose quand même. C'est évident que Belmondo laissait passer lui-même de réaliser ses cascades. Il essaie tout le temps de réaliser lui-même ses cascades. C'est pas comme quelqu'un qui prenait des doublures et tout. Il aimait tout le temps faire lui-même ses propres cascades. Et ça rejoint le côté bosseur aussi. Exactement. Parce que du coup, le mec faisait ses propres cascades. Et son père aussi lui faisait que lui dire qu'il devait travailler plus. Effectivement. Alors que des fois, il faisait 5 films par an. Donc c'est ça aussi, personnellement, le côté que j'aimais bien chez Belmondo. C'est le fait que ce soit un taffeur quoi. Et puis 5 films par an, faut remettre dans le contexte aussi, 5 films par an à l'époque, c'est pas 5 énorme. films par an maintenant. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que la durée de tournage était quand même, je pense, 3 à 4 fois plus longue à l'époque. On n'avait pas une facilité de montage, une facilité de plein de choses. Là, quand on voit par exemple Boîte Noire avec Pierre Ninet, actuellement au cinéma encore, vous pouvez y aller, très bon film. Pierre Ninet, cette année, il va faire 3-4 films, il a dû bosser genre 5 mois. Il aurait pu en faire 12 en fait, parce que ça va tellement vite maintenant. Quand on voit que Bébel à l'époque faisait 3, 4, 5 films par an, oui, c'est un gros bosseur. Et ça se voyait, cascadeur né, cascadeur né. Et pour revenir à ce qu'a dit tout à l'heure Lilian, c'est que Pierre Belmondo n'a pas fait la comédie française. Il a essayé de faire la comédie française, mais il a été refusé. Et le truc qui reste le plus atypique, c'est qu'il a fait un bras d'honneur au jury. Mais ce qui est vraiment ironique, c'est que par chance, peu de temps après son échec, il croise Henri Eisner, l'un des jurys, et lui montre quand même sa carrière cinématographique. Il lui dit que voilà, j'ai réussi sans même entrer dans la comédie française, et malgré ses études au conservatoire qui était brillant. Belmondo était un élève brillant, un étudiant brillant. Et voilà quoi, ça prouve que la comédie française ne fait pas tout, mon cher Lilian. C'est vrai. Et puis il a rencontré Eisner, il a rencontré Godard aussi, après quand même complètement par hasard aussi. Mais c'est dingue de voir, avec une ou deux rencontres, c'est devenu sûrement l'un des plus grands acteurs français de sa génération, et même, je peux enlever de sa génération, l'un des plus grands acteurs français. On peut dire qu'il a fait un bras d'honneur aussi au César. Sarah, tu peux nous en parler un peu ? Absolument, j'allais en parler. Jean-Paul Belmondo était quand même un petit peu rebelle, puisque boudé par l'Académie des Césars depuis la création des récompenses en 1976, Jean-Paul Belmondo leur avait rendu l'appareil en 89, alors qu'il devait recevoir un César du meilleur acteur pour son rôle dans Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. Il l'avait refusé et n'était pas venu le chercher. Il avait déclaré que les récompenses, il faut les donner quand on est jeune. Et là, ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'on ne me donnait rien, donc je n'avais pas du tout envie de le recevoir. Donc un côté boxeur qui peut rappeler sa vie de sportif aussi. Totalement. Une grande vie de sportif. Il a fait de la boxe, on en parlait. Il a fait du tennis, on le voyait souvent dans les travées de Roland Garros, pour ceux qui ne sont pas initiés au tennis. Roland Garros qui est le grand chelem de tennis en France. On avait l'habitude de le voir pendant des années. Il a fait énormément de foot aussi, le petit Bébel. Il y avait une équipe à l'époque, les polymusclés intermittents, qui rassemblaient des journalistes, des sportifs, des artistes. Et c'était dignement représenté par notamment Claude Brasseur, donc Sacha Distel, et puis Bébel, qui était au gardien, tout simplement. Et il avait commencé en plus à l'âge de 10 ans. Ouais. Et il disait qu'il aimait être gardien de but, parce qu'il aimait plonger. Donc ça rappelle aussi son côté cascadeur. Cascadeur, totalement. Exactement. Et pour revenir sur la boxe, il a fait 9 combats professionnels aussi. Et dernière chose, Samy, peut-être sur le PSG. C'est un fervent supporter du PSG. Pour lui,
Il avait déjà dit comme auparavant que le rachat du PSG lui avait fait énormément plaisir, que voir maintenant son équipe depuis qu'il s'est porté tout petit, la voir maintenant dans les hautes sphères du football européen, que c'était vraiment un changement impressionnant et que voilà, il remerciait tout le staff et tous les joueurs maintenant qui se donnent à fond pour les couleurs du PSG. Oui, mais après, il était un peu contre le rachat un peu des Qataris. Oui, Il disait que ça parce dénaturait le foot, qu'il y avait il- trop d'argent. Mais il faisait partie aussi du groupe d'investisseurs En effet, ouais. Au tout départ. au tout départ, Le club avec a été Daniel Etcher, Jackie Bloch et Francis Bourrelli, qui ont participé au lancement du club en 73. On va dire que c'était un ancien de l'ancienne école et qui voulait pas de rachat, qui voulait pas de football moderne, qui est maintenant pompé avec de l'argent. À dire quoi, Jean-Paul Belmondo, c'était quelqu'un quand même. Bon, en tout cas, Jean-Paul Belmondo, personne ne t'oublie. Et le cinéma va continuer de tourner en ton honneur. C'est la transition parfaite pour parler des sorties cinéma et séries. Pour la nouvelle saison de l'émission, petite nouveauté, la chronique sortie série se transforme en sortie série et cinéma pour le plus grand bonheur des cinéphiles et sériphiles. Et aujourd'hui, c'est Sarah Fenzari qui s'en charge. Les Français sont de retour dans les salles obscures. Enfin, il était temps. Dès le mercredi 27 octobre, côté français, vous retrouverez sur grand écran une comédie dramatique réalisée par Catherine Corsini, avec notamment Marina Foïs et Pio Marmaille. C'est l'histoire de Raph et Julie, un couple au bord de la rupture qui se retrouve dans un service d'urgence proche de l'asphyxie, le soir d'une manifestation parisienne des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes qui sont de retour depuis samedi dernier sur nos ronds-points. Lui, c'est la nouvelle réalisation de Guillaume Canet. Le scénario porte sur un compositeur en mal d'inspiration qui vient de quitter sa femme et ses enfants. Il trouve refuge dans une vieille maison à flanc de falaise sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il va trouver qu'un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix. Accompagneront Guillaume Canet à l'écran l'actrice Virginie Efira ainsi que Mathieu Kassovitz. À l'international, Nicolas Cage est de retour dans le film Pig du réalisateur Michael Sarnowski, un chasseur de truffes qui vit en ermite dans la nature sauvage de l'Oregon. Lorsque l'enlèvement de sa truffière le pousse à retourner vers la civilisation à Portland, où il devra faire face aux démons de son passé, de quoi nous mettre l'eau à la bouche. Le 3 novembre, on retrouvera en tête d'affiche le nouveau Marvel The Eternals. Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de héros venus du confin de l'univers protège la Terre. Lorsque les déviants, des créatures monstrueuses que l'on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Albatros, avec les acteurs Jérémy Régnier, Marie-Julie Maille et Victor Belmondo, petit-fils de Jean-Paul, qui suit les traces de son regretté grand-père. C'est l'histoire de Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie de l'Étretat, qui aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer. Du côté du petit écran, on débute par la plateforme Netflix. Dès le 22 octobre, vous pouvez retrouver la saison 4 de Dynasty, Kilok saison 2, Maya, princesse guerrière et The Office US l'intégrale, ainsi que Mytho saison 2, dès le 29 octobre. Sur Amazon Prime, dès le 29 octobre également, sera disponible Why Woman Kill saison 1, Unheard saison 1, contenu exclusif. Et pour les fans du ballon rond, une série Amazon originale sera disponible. Maradona, Blessed Dream, partez sur les traces de la légende argentine du football. Diego Maradona, depuis ses débuts dans la ville de Fiorito, jusqu'à son passage à Barcelone et sa consécration lors de la Coupe du Monde de 1986. Pour finir sur Salto, vous retrouverez dès le 26 octobre All American, saison 4, nouvelle saison de la série inspirée de la vie d'un joueur de football américain. Ça fait plaisir à entendre toutes ces sorties-là, non? Vous trouvez pas? Hormis le film avec Nicolas Cage et la truie qui m'a très peu hypé, ça fait plaisir. Ouais. Mais quand même Nicolas Cage qui reste un grand acteur, mon Lilian. À partir des années 2000, c'est quand même la pente descendante à Nicolas Cage. En effet, oui, c'est un peu. Depuis Ghost Rider, c'est un peu compliqué. Depuis Ghost Rider, non, j'ai adoré Ghost Rider. Ghost Rider, ça a été Ghost Rider, adoré. Ghost Rider est un très bon film. À partir de Les Ghost deux. Rider, c'est la pente. Enfin, après, ce n'est qu'un avis personnel. Mais... On fait un nouveau débat parallèle. On peut faire un Nicolas débat Cage. parallèle. Vous êtes tarés, les mecs. Cette semaine de comics et de Marvel, il y en a un petit peu ce soir dans le programme télé. Youpi! Votre programme télé dans votre télé. Et sur une autre chaîne de la TNT,
un film qu'on a déjà vu 30 fois. Jack. Ouais, alors justement, on se disait, comme on l'a déjà vu et qu'on sait tous qu'il y a de la place. De retour, mon cher Paul, pour la chronique que je pense j'ai le plus présentée, si ce n'est la seule que j'ai présentée, je pense, depuis le début de cette émission. Ça fait bien plaisir de revenir parce que cette semaine, on ne va clairement pas s'ennuyer. Ce soir, on commence avec France 2 qui nous propose l'excellent et plus que culte Les Aventures de Rabbi Jacob à 20h55. Louis de Funès au sommet de son art pour ce film de Gérard Houry. 1h40 de rire et de bonne humeur. Toujours bien pour finir la semaine. Pour continuer sur l'humour, une belle soirée sur TFX avec un enchaînement incroyable avec Tati Daniel en première partie de soirée, suivi de Tanguy. Donc régalade, vraiment un régal. Et puis en deuxième partie de soirée, pour les puristes de comics, on embrasse Sarah, le dernier volet de Wolverine avec Logan. Ça se passe sur TMC à 23h, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais films. On commence la semaine demain avec le plus grand, ou du moins l'un des plus grands films français des années 2000, avec l'immense Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, Jamel Debbouze, Alain Chabat, Monica Bellucci, Christian Clavier, Depardieu, pour ne citer que. Donc demain, c'est à 21h sur TF1, et attention, c'est très très tiède. Mardi, on enchaîne sur des films absolument incroyables. Le Mans 66 sur France 2 à 21h05. Matt Damon et Christian Bale viennent sublimer ce récit basé sur l'histoire vraie de la rivalité entre Ford et Ferrari, de la vitesse, de la tension et des rivaux. On embrasse et on remercie James Mangold pour cette masterclass de cinéma sans aucune transition, vraiment aucune. On se remet sur TFX mercredi soir pour une super soirée que vous allez pouvoir passer en famille. C'est les vacances, il me semble d'ailleurs, la semaine prochaine. On commence à 21h05 avec Hôtel Transylvanie. Coup de cœur de Télé ou Loisirs pour cette journée de mercredi. Ça fait quand même bien plaisir. 1h45 de superbes images, encore une fois. Et puis derrière, vous pouvez enchaîner avec La Croisée des Mondes, La Boussole d'Or, que je n'ai à titre personnel jamais vue. Je vais peut-être m'y mettre. Une soirée bien élégante. Dans la foulée, jeudi, vous avez le choix. Si vous êtes plus péplum, encore TFX, avec 2h55 de prévu, à partir de 21h05. 3 avec Brad Pitt et Orlando Bloom. Si vous êtes plus Avenir ou passé, je sais plus, enfin je m'y perds. Le troisième, suivi du deuxième volet de la trilogie cultissime Retour vers le futur, après le bal de fin d'année et l'année 2015, direction l'année 1885, et le Far West avec une belle histoire d'amour à la clé. Alors généralement, plus on se rapproche de la fin de semaine, et plus on s'ennuie très très fort au niveau du cinéma, et puis pour une fois, vendredi, on a du bon. On a du bon, mon cher Paul, du très bon même. France 3 nous propose l'excellent Da Vinci Code avec Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, ou encore Jean Reno en commissaire Fâche. Et puis si vous êtes plus nuit tardive et petit monstre bien mignon, TF1 Série Film vous offre sur un plateau le plus qu'extraordinaire Gremlins à 23h, tout rond. Et puis voilà, je vous propose rien pour samedi, parce que samedi il n'y a rien. Donc c'est sûr que... Il y a du foot. C'est sur ça que je finis. C'est pas dingue, mais c'est comme ça. Voilà. Ah, c'est tout. Ah oui, je finis là-dessus. Vraiment, c'est. Merci Lilian. Il n'y a rien samedi. Après, vous pouvez toujours regarder Danse avec les stars. Je sais pas ce qu'il y a samedi soir. Vraiment, c'est. Y a pas de film en fait. Que des téléfilms ou des. Les Marseillais. Ouais. Ouais, non. On va se cantonner au cinéma quand même. Et du coup, est-ce que vous avez réfléchi à l'indice pendant On peut s'essuyer dessus. Hein? On peut s'essuyer dessus. On peut s'essuyer dessus. C'est un rapport avec le nom de la personne. Ouais, c'est dur. C'est une personne décédée? Ah oui. Mais s'essuyer quoi, les mains? Les pieds. Ah. On s'essuie sur quoi quand? Un paillasson. Ah non. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Oh là là, mais alors là, Paul Rouchard, on a fait très très fort sur le jeu de mots quand même. Hein. Ah, c'était là, c'est Tapie avec un E et pas avec un S. Il a frappé fort là. Frappé fort, petite référence football, ça j'aime bien, Samy. Jingle hommage. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Vous connaissez le président de l'OM, le ministre sous Mitterrand, mais est-ce que vous saviez que Bernard Tapie a joué quelques rôles dans le cinéma? Et oui. Donc il avait commencé en 1996 avec Homme, Femme, Mode d'emploi de Claude Lelouch quand même. Pareil. Et avec Fabrice Lucchini, donc beau duo. Il avait ensuite fait un téléfilm pour TF1, donc Casas, où il joue le rôle d'un flic. Et ensuite il avait aussi joué dans une série qui s'appelait Commissaire Valence, où là aussi il était flic. Voilà. Donc Bernard Tapie, grand homme, grand magicien. Oui. Pour tout ce qu'il a fait avec l'OM en tout cas. Et voilà, c'est un dernier hommage aussi qu'on lui rend
aujourd'hui dans l'émission du Week-end 7. Grand personnage du foot. Alors, j'ai pas grand personnage du cinéma non plus, mais il y avait un petit lien. Et c'est vrai que Bernard Tapie, quand il est parti, même si on ne supporte pas forcément le football, si on ne suit pas l'OM, etc., ça reste quand même un grand personnage du foot français et ça reste une grande figure du sport français tout court, quoi. Avec Jean-Michel Aulas, je pense que c'est les 2 plus grands présidents de clubs français de football de l'histoire, quoi. Pour moi, il n'y a pas de débat. Un passionné, Ouais. passionné par tout ce qui touche. Exactement. Tout ce qui touche, ça Un passionné de foot, Oui. passionné de sport en général, parce qu'il était fan de tout. Bah oui, c'est un homme accompli, qu'il soit sur la politique, en foot, en cinéma, ou n'importe quel domaine. Il réussit, même en tant que ministre, il disait qu'il n'était pas vraiment terrible, il était vraiment normal, c'était un ministre normal qui était quelqu'un de confiance et qui savait ce qu'il faisait. Donc pour moi, Bernard Tapie reste, le boss. Sur ces mots magnifiques de Sami Abderrahmane, on termine l'émission. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. Franchement, c'était génial. Est-ce que vous avez passé un bon moment finalement? Merci beaucoup, Paul. Évidemment, c'est réciproque. C'était pas mal. Et bah écoutez, on se retrouve dans 2 semaines, du coup. Et est-ce que je donne d'autres indices sur ce qu'on va faire ou c'est pas la peine? On verra dans 2 semaines. Non, on verra dans 2 semaines. On leur en dit pas trop. On leur en dit pas trop, c'est la surprise. En tout cas, salut à tous.